Bonjour à tout le monde. Du coup, je vais vous présenter rapidement, justement, l'estimation de la qualité du bois sur des images de coupe transversale d'extrémité de grumes, et notamment les premiers résultats que j'ai fait pendant ma thèse, enfin jusqu'à présent. Tu te présentes, Rémi, s'il te plaît, Ah oui, et d'où tu oui, viens, quelle est excuse-moi, ta Francis. formation? Excuse-moi, Francis. Oui, du coup, je suis doctorant. Je suis encadré et par l'INRA et par le Lauria. Donc, l'INRA, vous connaissez. Le Lauria, c'est un laboratoire d'informatique. Moi, mon parcours, je viens de l'informatique. Je suis pas du tout dans le bois ou quoi que ce soit. Et du coup, donc, je suis actuellement en deuxième année. Enfin, je commence ma troisième année de doctorat et je suis encadré donc par Fleur et Fred côté bois et par Isabelle Debled et Fouk Ndiaye pour côté Lauria. Pour rapidement vous mettre le contexte, nous on s'intéresse à des images donc RGB issues de caméras, on va dire low cost, notamment ces caméras que vous pouvez trouver dans vos téléphones portables par exemple. Et pourquoi on s'intéresse à ce genre d'image? Déjà on sait qu'au niveau des rayons X, il y a beaucoup de choses qui ont été faites et les rayons X permettent d'avoir vraiment toute la structure interne et externe du bois. Le problème de ce genre d'image, c'est qu'il faut s'acheter les scanners et ça coûte très très cher. Je pense que vous avez peut-être entendu les soucis l'année dernière qu'il y a eu avec le scanner de l'INRA. Et du coup, nous, l'idée, c'est de se dire, ce genre d'image, là, donc vous avez une image de coupe au rayon X, nous, l'idée, c'est de se dire, on peut normalement avoir à peu près le même genre d'image, mais avec des images RGB. Et pourquoi? Déjà, ça coûte moins cher. On a une capture qui est extrêmement rapide, hein, vous avez juste à cliquer sur un bouton avec votre téléphone portable. Alors évidemment, on va avoir quelques problèmes, c'est que on n'aura pas, comme les Rayon X, toute la structure interne, on aura seulement les extrémités, et du coup, on n'aura pas non plus toutes les caractéristiques, notamment par exemple la densité. Là, le Rayon X vous permet d'avoir tout de suite le calcul de densité, que sur cette image-là que vous voyez à droite, justement, de coupe, vous n'avez pas, vous avez juste la couleur, hein, ce qu'on voit nous à l'œil. Alors du coup, on va, nous, avec ce genre d'image, essayer d'estimer la qualité, notamment en tout cas ce qu'on peut essayer d'estimer avec la qualité du bois. Et du coup, je vais rapidement vous dire ce qu'on entend par qualité du bois. Donc ici, dans le cadre du projet de l'ANR, Tritrace, nous, c'est plutôt côté industriel, mais vous allez voir que finalement, tout ce que je fais durant ma thèse pourrait servir éventuellement pour les chercheurs si besoin. Donc la qualité ici, ça peut être sa résistance mécanique, justement par exemple avec Yana, avec justement sa résistance au pliage et tout ça. C'est aussi sa durabilité, donc sa résistance aux insectes et aux champignons, tout ça sans traitement chimique. Et du coup, ce genre de cette qualité, normalement, on pourrait avoir des estimations justement avec des critères sur ce genre d'image, notamment la position de la moelle, enfin l'écart entre la position de la moelle, donc la moelle c'est le petit point qui est ici, et le centre géométrique, donc si vous essayez de prendre la forme de la grume, le centre devrait être par là, et vous voyez qu'il y a un écart entre les deux. D'autres caractéristiques, c'est la quantité de duramen et d'aubier, parce que évidemment on peut visualiser au niveau colorimétrique le duramen et l'aubier, donc ici c'est le cas, puisque c'est du Douglas. Évidemment, on peut essayer de chercher d'avoir une largeur moyenne des cernes et le nombre de cernes éventuellement, si besoin. On peut voir aussi qu'il y a tout ce qui est lié à l'hydroscopie du bois. Donc ici, on a des roulures, donc le bois c'est légèrement fendu. Sur ce genre d'image, on pourrait aussi éventuellement voir des moisissures, s'il y en a. Et éventuellement, alors c'est pas le cas sur cette image, mais on pourrait voir aussi le bois de réaction normalement. Donc il y a pas mal de caractéristiques sur des coupes transversales comme ça qu'on peut estimer. Du coup, moi, l'objectif de ma thèse, c'est essayer de détecter tout ça pour avoir une idée de la qualité. Du coup, dans tout ce processus de qualité, on peut le découper en grandes étapes. Donc l'étape d'acquisition, c'est finalement l'étape où on va aller en scierie, en forêt et prendre simplement l'image, ou même en laboratoire, vous avez votre rondelle, vous l'avez éventuellement un peu lissée, et vous faites l'acquisition d'images. Après que vous avez fait cette acquisition, il y a une étape, notamment lorsqu'on est en conditions réelles et en temps réel, c'est celle de segmenter. C'est-à-dire que tout ce qui ne nous intéresse pas de la grume, on va essayer de le retirer finalement. Nous, on veut simplement avoir que la grume dans l'image. Alors évidemment, en laboratoire, on peut mettre un joli fond blanc, on peut bien cadrer l'image, mais
on va essayer de se dire, finalement, on va essayer de faire la même chose, mais sans vraiment besoin de cadrer. On prend notre portable, vous allez en forêt, vous prenez une image de la section, et hop, on va essayer de vous dire toutes les caractéristiques complètes. Donc pour ça, on a besoin d'avoir simplement l'agrume dans l'image. Donc c'est la partie segmentation. Une fois qu'on a la segmentation, on va récupérer toutes les caractéristiques et on va créer un vecteur descripteur, ce qu'on appelle donc un vecteur descripteur. Et donc, on va extraire toutes les qualités, la position de la moelle, la quantité d'objets de Duramen. Et enfin, une fois qu'on a ce vecteur, on va essayer de classer, c'est-à-dire en fonction de toutes ces caractéristiques, je peux vous dire que votre bois est de classe A, elle est de classe B, elle est de classe C, etc., selon les normes utilisées par exemple en série. Sachant que la partie segmentation, elle est aussi intéressante parce qu'une fois qu'on a segmenté, on peut aussi avoir la quantité, si on arrive à extraire le duramen et qu'on a aussi l'agrume, on va pouvoir déterminer la quantité d'objets qu'il y a et de duramen qu'il y a dans l'image. Donc la segmentation sert à deux choses. Du coup, je vais vous parler rapidement de la partie acquisition. Normalement, Fleur aurait dû vous parler un peu plus de tout ça. Mais grosso modo, durant le projet, donc il est en collaboration avec l'ANR autrichienne. Et du coup, on est en collaboration avec les Autrichiens. Et pendant ce projet, on a plus de 3000 images qui ont été capturées. Donc des images qui ont été capturées directement en forêt, comme ici. On a des images qui ont été capturées directement en Syrie sur le parc agrumes, comme celle-ci. Et on a aussi des images qui ont été capturées directement en Syrie, juste avant la découpe. Donc voilà, vous avez deux exemples. Il y en a plein d'autres, il y en a des images qui ont été prises en hiver avec de la neige, etc. D'autres aussi sur d'autres séries, côté autrichien. On a également fait, puisque le projet, je ne vous l'ai pas dit, mais le projet ça vise aussi à la traçabilité du bois, donc on a pris des fois la même grume, mais à des instants différents. Donc vous avez la même à gauche, la coupe d'une grume, et vous avez la même donc en forêt à gauche, et la même sur le parc agrumes plus tard. On a la même chose, ici sur le parc agrumes, vous avez ici cette grume, et vous retrouvez celle-ci en Syrie plus tard. Donc on a aussi ce processus, c'est normalement le côté autrichien qui s'en occupe, de traçabilité de la grume, de la coupe en forêt jusqu'à la coupe en Syrie. Du coup, maintenant, je vais vous parler de la segmentation. Donc, dans ma thèse, j'ai essayé de rapidement voir tout ce qui a déjà été fait au niveau de la segmentation. Et pour ça, en fait, en traitement d'image, il y a plein de méthodes qui ont été faites, parce que la segmentation, c'est un assez vieux sujet en traitement d'image, et du coup, pour ça, il y a plein de méthodes. Par exemple, ce qu'on appelle méthode de seuillage, c'est-à-dire toutes les valeurs supérieures à un seuil vont être considérées comme le fond, et les autres vont être considérées comme la grume. Il y a d'autres méthodes, on utilise des méthodes d'optimisation de graphes. Donc un graphe, c'est pareil, c'est juste voir les connexions entre le voisinage de l'image. Il y a ce qu'on appelle la classification donc, par Kamine, c'est-à-dire on va prendre, en fonction de la couleur, on va essayer de classer, de regrouper par couleur les pixels entre eux. On a ce qu'on appelle aussi les contours actifs. Donc là, l'idée, c'est de prendre un modèle souple, donc par exemple des splines mathématiquement, et on va, en fonction de force, donc ici, ça va être par exemple la couleur, et ce modèle déformable de spline va essayer de bien suivre le contour de la grume. Et du coup, une fois qu'on a bien le contour de la grume, on va pouvoir... Il y a ce qu'on appelle aussi les croissances de région. Donc on fixe un point et on va accroître la région jusqu'à un moment où on lui dit arrête de croître, c'est bon. Et du coup, cette région va être considérée être comme la grume. Et nous avons effectivement très récemment tout ce qui est deep learning et réseau de convolution. Et du coup, moi, ce que j'ai effectué, c'est j'ai testé des réseaux de neurones. Est-ce que les réseaux de neurones sont également capables de segmenter ce genre d'image? Donc, je vais vous présenter justement rapidement les réseaux de neurones. Alors, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails et petits détails. Il y a un seul article, enfin, en tout cas, à notre connaissance, un seul article qui a été traité de la segmentation sur le même genre d'image. Donc, c'est des Autrichiens, Schralm et Hull. Et eux, ils se sont basés sur cette croissance de région. Et eux, pour faire croître la région, ils ont découpé l'image en petits blocs. Chaque petit bloc, ils font une analyse de texture. Et du coup, ils grandissent comme ça leur région. Et à la fin, une fois qu'ils ont tous leurs blocs, ils font un petit lissage, donc avec une méthode qui s'appelle Affle Shape. C'est une sorte de... C'est comme une enveloppe convexe, mais elle est un peu plus lissée, l'enveloppe convexe. Alors le problème de leur méthode, c'est que grosso modo, ils estiment d'abord la position de la moelle,
leur temps de calcul peut être assez long, et le problème, c'est qu'ils n'utilisent pas l'information de couleur. Ils passent en niveau de gris, et ils utilisent simplement le niveau de gris, non pas la couleur. Or, une grume, en général, a quand même, à moins que vous ayez plein de grumes sur le côté, mais elle est assez différente du fond. Donc c'est bête d'enlever cette notion de couleur, et c'est aussi, donc quand je vous ai montré le processus, on veut d'abord segmenter et après estimer la position de la moelle et pas l'inverse. Du coup, pour en revenir, dans ma thèse, du coup, j'ai essayé les réseaux de neurones. Et pourquoi j'utilise les réseaux de neurones? C'est parce qu'en fait, dans les segmentations, des fois, quand on est par exemple sur un parc à grumes, vous allez avoir parfois dans votre image plusieurs grumes qui vont être accolées l'une à l'autre. Et le problème, c'est que du coup, comme c'est les mêmes caractéristiques, si vous utilisez une région, la méthode de croissance de région, finalement, vous allez inclure les grumes qui sont placées juste à côté. Et même si vous utilisez d'autres méthodes, en fait, vous allez avoir ce genre de problème. Et des fois, vous allez avoir, par exemple dans les images de Siri, des fois la grume, en fonction de la position en caméra, des fois elle est petite. Et du coup, comme c'est petit, c'est plus difficile à le détecter avec des méthodes visuelles. Et justement, les réseaux de neurones, qui sont très utilisés en ce moment, ont montré depuis pas mal d'années leur efficacité. Et du coup, je me suis dit, tiens, est-ce qu'on peut pas essayer aussi les réseaux de neurones sur ce genre d'image? En plus, l'avantage des réseaux de neurones, c'est que c'est extrêmement rapide. Hein. Une fois que l'apprentissage est fait, ça prend moins d'une seconde, même des millisecondes, pour effectuer une segmentation. Et évidemment, ça a montré tout ce qui était robuste, c'est-à-dire la robustesse, c'est-à-dire en fonction des conditions d'acquisition. Vous avez vu qu'il y avait différentes luminosités d'image. La robustesse, c'est le fait que la méthode soit capable de donner de bons résultats malgré des différences d'acquisition. Donc par exemple, ici, vous avez une image de grume. Vous avez ici une vérité terrain. Donc la vérité terrain a été effectuée sur plus de 2000 images. Donc il y a des opérateurs qui ont pris le temps de tracer le contour de la grume comme ça et de sortir ce genre d'image. Donc c'est un travail assez long. Du coup, justement, les réseaux de neurones ont été. J'ai soumis un article récemment donc, dans IPAS, justement sur ces réseaux de neurones, et je vais vous montrer rapidement les résultats. Alors, juste 2 mots sur les réseaux de neurones. Les réseaux de neurones, si on a un jeu de données X, on a justement nos sorties Y, donc nos vérités terrain, et l'idée, c'est de trouver une fonction f, telle que f de x égale y. Et donc, en fait, le problème, c'est que souvent, vous avez peut-être l'habitude des modèles linéaires, genre vous faites que f de x est ax plus b, et du coup égale y. Et là, on a des méthodes assez faciles pour faire ça, mais l'idée, c'est que le problème, nous, ici, c'est qu'on n'a pas du doute. Enfin, on ne peut pas appliquer ce genre de modèle ax plus b égale y. On a les fonctions sont tellement... Enfin, l'idée du réseau de neurones, c'est de trouver cette fonction, et du coup, elle n'est pas forcément linéaire. Nous, on ne fait rien, c'est le réseau qui va créer cette fonction de lui-même par un apprentissage. Donc c'est ça l'idée globale des réseaux de neurones. Et du coup, vous avez une image en entrée, on en a testé plusieurs, et du coup, là, vous avez par exemple un exemple de sortie du réseau de neurones. Vous avez en vert ce qui correspond à ce que le réseau de neurones a sorti et qui correspond bien à la vérité terrain. En rouge, ce que le réseau a sorti, mais finalement ne devrait pas être dans la segmentation. Et en bleu, ce que le réseau de neurones n'arrive pas à détecter. Donc ça, c'est un premier réseau. Donc vous voyez qu'il n'est pas forcément très efficace. Un autre réseau, vous voyez que la partie bleue a beaucoup diminué. Et enfin, un troisième réseau qui, finalement, la partie bleue est vraiment très, très, très petite. Alors effectivement, vous avez l'impression que c'est grand en quantité, mais quand on fait les calculs et qu'on fait les mesures, finalement, on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup, beaucoup d'erreurs. On est à peu près à une corrélation de 92% de corrélation entre la vérité terrain et l'image d'entrée. Donc, par rapport aux méthodes, les méthodes classiques ont l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de segmenter nos 2000 images normalement. Mais l'inconvénient, c'est que les méthodes classiques, elles vont dépendre de paramètres. C'est-à-dire que si je change de jeu de données, je vais devoir trouver de nouveaux paramètres pour avoir les meilleurs résultats. Et justement, c'est l'efficacité des réseaux de neurones, c'est qu'en fait, les réseaux de neurones vont construire leurs fonctions justement de façon à être robustes, quel que soit le type d'image. Le problème, c'est qu'il faut créer ce jeu de données et il faut prendre le temps d'apprendre, de faire apprendre au réseau de neurones cette fonction. Et ça prend des fois beaucoup de temps, sachant que des fois, il ne donne pas forcément de très bons résultats. Donc des fois, il faut refaire un apprentissage et des fois, ça peut être très long. Du coup, on a notre segmentation. Maintenant qu'on a simplement notre grume, on va essayer de détecter les différentes caractéristiques qu'on peut avoir.
Donc la première caractéristique sur laquelle on s'est focalisé, c'est la détection de la moelle. Et l'état de l'art, finalement, c'est souvent la même méthode qui est utilisée. On va d'abord estimer l'orientation des cernes. Donc bon, ici l'image n'est pas segmentée, mais ça ne change rien à ce que je vais vous présenter. Donc vous estimez l'orientation des cernes. Normalement, c'est censé être des cercles, plus ou moins, enfin, en fonction de la position au niveau de la moelle. Une fois que vous avez ça, vous accumulez les normales. Pourquoi on accumule les normales? Parce que justement, on émet l'hypothèse que finalement, proche de la moelle, les cernes peuvent décrire des cercles concentriques. Et du coup, si on accumule les normales, ben, elles vont toutes s'accumuler en un seul point, qui est le centre de ces cercles concentriques. Donc une fois qu'on a accumulé les normales, ben, on récupère justement ce centre potentiellement géométrique. Éventuellement, certaines méthodes proposent d'itérer ce processus. Cette fois-ci, au lieu de prendre toute l'image, on va prendre une petite image qui est centrée sur la détection qu'on vient de trouver. Nous, on va proposer une méthode qui est très similaire, évidemment. Nous, ce qu'on propose, c'est évidemment, on calcule toujours l'estimation, l'orientation des cernes. Mais au lieu d'accumuler toutes les normales comme ça, ou d'avoir une heuristique un peu en disant bah, moi je prends que ces normales-ci, toutes celles qui ont une norme du gradient plus supérieure à une certaine valeur, enfin voilà, une méthode où chacun va trouver sa petite heuristique. Nous, on va proposer ici d'utiliser une méthode où finalement, c'est pas nous qui allons faire l'heuristique, c'est ce qu'on appelle l'Ant Colony Optimization, c'est une colonie de fourmis qui vont eux justement décider quelle normale accumuler ou non. Alors rapidement, comment ce genre de méthode marche? Vous placez des petites fourmis sur votre image, donc ici c'est l'écran en jaune, et chaque fourmi va accumuler normalement les normales. Une fois qu'elles ont accumulé une première fois les normales, vous allez les déplacer. Une fois qu'elles se sont déplacées, elles raccumulent les normales. Sachant que les fourmis se déplacent en fonction de l'accumulation qui est faite. Alors ça paraît peut-être un peu flou comme ça, mais du coup, une fois qu'elles sont accumulées jusqu'à un certain moment, on récupère la position de la moelle. Donc ça peut paraître flou, mais je vais normalement vous faire une démonstration. Du coup, bah, là vous avez, donc j'ai pris une des images que je vous ai montrées. Vous avez les petites croix jaunes là qui sont justement, ce sont les fourmis. Et vous avez à côté justement un peu l'espace d'accumulation. Donc elles sont là et elles vont se déplacer en fonction de leur position et en fonction de cet espace d'accumulation. Sachant que cet espace d'accumulation peut être vu comme une carte de probabilité finalement. Les points qui vont être très blancs, ça va être ceux avec de fortes probabilités, et les zones noires, c'est celles de très faible probabilité. Du coup, elles se déplacent. Et du coup, une fois qu'elles se sont déplacées, elles réaccumulent localement leur normale, etc., etc. Donc elles se déplacent, elles accumulent, et normalement, on devrait voir justement sur la carte ici, donc qui s'appelle la carte de phéromone, ou une carte de probabilité, qu'il y a un point qui devient de plus en plus clair, et justement, normalement, le point de plus en plus clair, c'est la position de la moelle. Nous, on itère une deuxième fois. Donc, une fois qu'on a détecté une première position, ben, on refait. Donc, on remet nos fourmis sur une petite zone, elles accumulent les normales, etc. Ça accumule, et vous voyez ici la zone d'accumulation qui vient de plus en plus claire. Donc, la probabilité que la moelle soit ici est de plus en plus importante. Et hop, à la fin, on a ça. Alors, je peux vous le montrer sur l'image segmentée. Normalement, ça marche aussi sur l'image segmentée. Vous avez vos fourmis qui sont placées, elles accumulent les normales localement, elles se déplacent, elles accumulent, elles se déplacent, elles accumulent, etc., etc. Et vous voyez bien sur cette petite carte là sur le côté, je vais peut-être mettre un peu plus gros, qu'il y a un point qui vient de plus en plus clair. Pareil, au bout d'un moment, on s'arrête et on passe à l'itération suivante et on continue comme ça. Donc c'est la méthode qu'on propose. Et normalement, vous pouvez, je vais vous montrer en plus grand les images en sortie. Donc sur l'image non segmentée, on a ici en rouge la première estimation et en vert la deuxième estimation. Donc on voit que la moelle est assez bien estimée à quelques pixels près quand même, problème de résolution. Et normalement, sur l'image segmentée, on devrait aussi avoir le même résultat, mais même un petit peu meilleur. Donc en rouge, là, la première estimation, et en vert, la deuxième estimation. Pourquoi on a utilisé cette méthode? C'est simplement que nous, ça nous évite de dire on accumule tel normal ou on n'accumule pas tel normal. Ce sont les fourmis qui choisissent de manière probabiliste quelle normale elles accumulent, et normalement, notre méthode devrait marcher aussi sur des images non segmentées. Du coup,
Ça, c'était pareil. Tous ces travaux ont montré de bons résultats et ont été soumis également dans un article, sont dans un article. Donc rapidement, au niveau des résultats, on a testé avec deux autres méthodes. Donc Schrammel et Hull, qui avaient déjà fait une partie segmentation, ont aussi également fait une partie détection de la moelle. Ils prennent ils prennent une méthode assez classique aussi pour le faire. Et eux, ils prennent leur temps de calcul est de 8 secondes. YOLO V3, c'est un réseau de neurones. Donc, c'est des Thaïlandais qui ont cette année proposé d'utiliser des réseaux de neurones pour détecter la moelle. Et du coup, nous, on a aussi comparé notre méthode ici. Donc, on voit rapidement que notre méthode est, au niveau de la médiane, la meilleure. Donc, on a deux jeux de données. Et on voit surtout que les réseaux de neurones proposent en général, certes, sont à peu près équivalents, mais il y a une grande variabilité, dans l'estimation de la moelle, et notamment les réseaux de neurones, de temps en temps, ils ont un problème, c'est lorsqu'il y a plusieurs moelles visibles sur l'image, des fois, ils ne savent pas laquelle choisir. Du coup, de temps en temps, ils choisissent la mauvaise. Et surtout, nous, notre taux de calcul ici, sans la partie segmentation, elle prend 1,6 secondes. Sachant que si j'utilisais l'image déjà segmentée, on pourrait aller encore plus vite. Du coup, on a l'estimation de la moelle. Maintenant, passons rapidement sur le duramen. Donc, toujours la même chose. La plupart des articles se concentrent sur des images rayons X. Cette année également, il y a eu un article qui s'est intéressé aux images de couleur. Je vais rapidement décrire le processus. Donc, eux, ils se faisaient sur du pain, Scott Pine. Excusez-moi, je ne connais pas toutes les essences de voix. Donc la première partie, rien d'étonnant, ils segmentent l'image. Donc vous avez ici en haut de la segmentation. Deuxième étape, pareil, ils estiment la position de la moelle. Parce qu'en fait, justement, pourquoi on a estimé la position de la moelle, c'est que ça va nous faciliter le calcul de toutes les autres caractéristiques. Ça va être plus facile d'estimer les largeurs de cernes, ça va être plus facile de détecter les cernes, ça va être plus facile de détecter le duramen, puisqu'on sait que la moelle est dans le duramen. Donc ils estiment la position de la moelle. Et eux, ce qu'ils ont fait, c'est un accroissement de région dans lequel ils partent de la moelle. Ils dessinent ici, vous avez ici les régions initiales, et ils utilisent justement une région d'accroissement. Après, ils font ce qu'on appelle un KNN, c'est-à-dire qu'ils vont prendre les cas plus proches voisins de ces régions. Donc ça va leur permettre d'avoir de rassembler plus facilement des régions, parce que des fois, dans l'accroissement de région, vous pouvez avoir une région qui n'est pas connexe, c'est-à-dire elle est en deux parties. Donc là, l'idée, c'est de rassembler les parties, qui vous donne la partie C. Ils font un seuillage, donc ils gardent simplement ici la grande région, et une fois qu'ils ont fait ça, ils font une méthode afin d'avoir quelque chose de plus lisse. Nous, on va proposer deux méthodes, voire détection de la moelle, évidemment une, parce qu'en traitement d'image, on est presque obligé de le faire. Maintenant, c'est presque une obligation, c'est une basée sur les réseaux de neurones, donc qui a déjà été faite, et on va essayer d'en proposer une autre qui est sur un suivi de contour. On a la position de la moelle, on va tracer un rayon qui part de la moelle jusqu'à l'extrémité de la grume, et normalement, comme le duramen, dans le bois où on peut différencier le duramen, il y a un changement de couleur, nous, on va essayer justement, quand on part de la moelle et qu'on va à l'extrémité de la grume, il va y avoir un changement de couleur qu'on va pouvoir trouver. Et du coup, l'idée, c'est qu'on va suivre après ce changement de couleur tout le long. Donc pour le moment, on n'a pas encore de résultats, je n'ai pas encore le temps de faire les calculs, mais par exemple, je peux vous donner au moins les sorties des réseaux de neurones. Donc pareil, ici vous avez votre grume segmentée. Pareil, donc ici c'est Fred qui a pris tout son temps pour segmenter 400 images de duramen. Je le remercie. Et du coup, vous avez là sur votre droite la sortie d'un des réseaux de neurones. Donc vous voyez que c'est pas tout à fait exactement ce qu'on veut, mais c'est quand même dans l'idée parce qu'il y a effectivement quelques petits manquements dans la grume et que le contour n'est pas très lisse, mais ça détecte assez bien le duramen aussi. Ça, ce n'est pas trop de surprise. Pour tout ce qui est suivi de contour, j'ai pas grand-chose encore à vous montrer. Et rapidement, on s'est aussi intéressé du coup à la détection des cernes. Pareil, détection des cernes, il y en a beaucoup dans les rayons X. Et il y en a une notamment en niveau de gris, donc de Norel, une suédoise. Eux, j'utilise rapidement la distance
la distance, la transformée de distance, mais en coordonnées, enfin pas tout à fait en coordonnées polaires, mais l'idée c'est d'être polaire. Donc pareil, ils segmentent, ils calculent la position de la moelle et ils font une carte de distance. Donc en fait, c'est la distance entre la moelle et le pixel courant, sachant qu'ici, ils suivent aussi l'intensité de niveau de gris. Une fois qu'ils ont cette carte de distance, ils tracent un rayon ici, donc c'est ce que vous voyez en jaune, et ils tracent un deuxième, ce qui est en rouge. Et en fait, ce qu'ils vont calculer, c'est qu'ils vont regarder justement les pics dans la carte de distance, qui vont leur donner les points de départ ici, de CERN, et ils vont regarder tous les chemins les plus courts qui partent de ce point et qui vont sur la ligne rouge. Donc par exemple, tous les chemins qui partent de ce point et qui arrivent sur un des pixels de cette droite, bah, vous les voyez tous ici, et une fois qu'ils ont ça, ils récupèrent le chemin le plus court de ce point vers cette droite. Et du coup, ça nous donne ça comme détection de CERN. Alors le problème dans leur méthode, c'est qu'a priori, déjà ils font pas de comparaison, ils donnent pas de résultats, donc c'est un peu difficile de juger leur méthode. Et je pense que leur méthode est aussi très coûteuse en temps de calcul, puisqu'il faut déjà calculer cette transformée qui semble prendre beaucoup de temps, et il faut calculer plein de distances de chemins les plus courts, ce qui peut prendre aussi énormément de temps. Tu peux conclure, Rémi, s'il Oui, te je plaît? vais conclure. Nous, on va proposer, alors j'aurais pu proposer aussi une solution de deep learning, mais ça veut dire qu'il faut créer des vérités terrain, ce qui va être très très coûteux et qui, vous imaginez, vous avez 400 images comme ça et vous devez faire à la main toutes les serres. C'est quasiment impossible. Donc nous, la solution, c'est on va proposer pareil, une détection de contours, mais cette fois-ci en utilisant toujours la notion de polaire. On aura la position de la moelle. Et vous avez par exemple ici les premiers résultats qu'on a de détection de CERN pour le moment. Donc vous avez l'image en entrée et vous avez ici les CERN qu'on arrive à détecter. Donc pour le moment, c'est des tests préliminaires et on n'a pas de résultats et on essaye d'affiner afin d'avoir des choses de détecter mieux. Mais voilà, on a quand même déjà des résultats qui sont encourageants pour la suite. La classification rapidement, en fait, on va pas non plus, on va utiliser ce qui a déjà été fait, donc des arbres de décision, des random forests. Les réseaux neurones peuvent être utilisés, donc ça c'est des méthodes supervisées dans lesquelles on sait déjà la qualité. On pourra aussi utiliser des méthodes non supervisées, de type K-means ou les cas plus proches voisins. Du coup, rapidement en conclusion, on a déjà réussi à segmenter des sections dans les images, on a réussi à détecter la moelle. Ce qu'on est en train de faire, c'est pouvoir avoir les résultats et pouvoir écrire un article sur la détection du ramen. Et on a déjà des premières idées pour tout ce qui est détection de cernes. Du coup, ce qu'il nous reste à faire, c'est une fois qu'on a les cernes, c'est calculer la largeur moyenne des cernes et éventuellement réussir à faire une classification en fonction des différentes caractéristiques que l'on a trouvées.